à vous entendre, je me dis il faut qu'on arrive à trouver comment est-ce que vous pouvez, dans vos programmes politiques, vous appuyer sur notre profession d'intérêt public. L'enjeu finalement de l'habitabilité de la Terre face au changement climatique, au moment où en 2022, on a ces trois crises qui traversent notre siècle, qui sont la crise de la biodiversité, la crise des ressources et la crise climatique. Juste un chiffre, 74% de la population mondiale en 2100 sera sujette à 20 jours de canicule mortelle par an. C'est un chiffre qui nous effraie, c'est un chiffre qui nous demande, au regard de la date 2100, d'avoir une forme d'anticipation dans la construction de nos villes et au-delà de ça, de s'adapter au règlement climatique, mais également d'atténuer les effets qu'on a aujourd'hui par l'émission des gaz à effet de serre. La question des zéro artificialisation nette, on a deux choix. Soit on le prend comme une contrainte, soit on le prend comme une vraie opportunité. Le gouvernement, par exemple, a fait, à travers le fonds Friche, un effort extrêmement important qui contribue à aller vers cette démarche de refaire la ville sur la ville. Ensuite, donc, il faut à la fois réhabiliter le logement, briser ces passoires thermiques que l'on connaît tous. À travers la prime Rénov', je crois que le gouvernement a aussi mis un effort particulier. C'est 4 milliards d'euros, c'est 650 000 dossiers qui ont été déposés cette année pour cette prime Rénov'. Et comme on a peu de temps sur cette première intervention, je veux juste parler d'un sujet que je connais bien, celui du renouvellement urbain. L'effort qu'a mis en place le gouvernement ces dernières années, je rappelle, au début du quinquennat, 5 milliards pour le renouvellement urbain. À la fin de ce quinquennat, 12 milliards, avec une volonté forte de faire tout à la fois du neuf et de la démolition-reconstruction, en gros 100 000 logements démolis, 100 000 logements reconstruits, mais aussi 160 000 logements de mémoire réhabilités dans l'ANRU qui commence. Je sors justement une proposition de loi cette semaine sur la question de la bifurcation de nos modes de construction, chose qu'on a beaucoup portée à l'Assemblée et qu'on a portée avec cette idée d'utiliser le levier de la commande publique avec 50% de biosourcés et de géosourcés dans la commande publique. Et en France, on a déjà beaucoup de choses qui se font dessus. On a déjà 5000 bâtiments qui se font en paille, qui se sont faits en paille. On a un exemple d'HLM qui s'est fait en bois sur 8 étages dans les Vosges où on montrait qu'il y avait un bilan extrêmement positif. Et en fait, quand vous tirez tout ça, à la fois, ça veut dire ce que vous disiez tout à l'heure sur les freins à travailler. Nous, on a demandé, par exemple, à ce qu'il y ait des études sur les différentes sortes de terres qui puissent être faites pour aider les artisans. Ça veut dire reprendre le pouvoir aux multinationales, Vinci, Bouygues et Eiffage, pour justement le donner aux artisans. Je pense qu'il faut travailler sur la sobriété énergétique de la ville. Et ça impose une nouvelle stratégie d'aménagement du territoire. Il faut arrêter avec cette logique selon laquelle il faudrait tout miser sur les métropoles. Je pense qu'il faut une vision, pardon de ce terme technique, mais je pense que les architectes savent évidemment de quoi on parle, beaucoup plus polycentrique du développement des territoires. Ça veut dire miser sur les villes petites et moyennes. En termes d'aménagement du territoire, ne pas céder au tropisme souvent partagé de l'étalement urbain et essayer de réhabiliter les centres-villes et de reconquérir les centres-bourgs. Ça, moi, j'y crois beaucoup. Ça, c'est un premier point. Le second, c'est en matière de construction, évidemment, lutter contre les passoires thermiques. Une passoire thermique, ça peut coûter jusqu'à plus de 1 000 € par ménage par an. Donc c'est un fléau économique, en plus d'être un fléau environnemental. Ce qu'on veut faire autour de Valérie Pécresse, c'est rénover les bâtiments publics d'ici 2040 et si possible en rénover la moitié d'ici 2030. Et pour l'habitat collectif, il va falloir aider les bailleurs sociaux à rénover énergétiquement le parc de logements sociaux, mais pour ça, il va falloir aussi aider les bailleurs sociaux à construire plus de logements sociaux. Et c'est la raison pour laquelle nous proposons de ramener la TVA applicable aux bailleurs sociaux de 10 à 5,5%. Et enfin, pour terminer, pour financer l'ensemble de ces investissements, nous proposons la création d'un livret vert qui serait issu de la fusion du LDD et du livret A. Sur les 470 milliards d'euros aujourd'hui collectés, près de 300
sont libres d'emploi de long terme et nous estimons que nous pourrions affecter 120 milliards d'euros sur la création de ce livret vert. Alors à mon avis, il y a à la fois le chemin et les outils. Le chemin, c'est est-ce que nous arrivons à créer les conditions d'un consensus sur l'aménagement de notre territoire avec un triptyque qui me semble important, l'État, les collectivités locales et les habitants. L'un des sujets qui préoccupe l'ensemble de nos concitoyens, je dirais deux frilosités les préoccupent. Celle de la densité, parce qu'ils ont vu aussi les dysfonctionnements de la densité, et qu'une partie de celles et ceux qui ont fui les métropoles ou qui se sont éloignés des grandes villes, c'est pour trouver justement de l'espace. Et puis, avec la crise des Gilets jaunes, il y a maintenant la frilosité aussi de l'étalement urbain et la façon de se dire, est-ce que dans le périurbain ou dans le rural, on a la capacité de trouver un cadre de vie. Et puisqu'aujourd'hui, il ne s'agirait plus de renouveler la DATAR, mais malgré tout de se dire vers quoi nous voulons tendre, ça me semble être l'un des premiers aspects, c'est-à-dire recréer les conditions d'un consensus. Et ça veut dire des assises, un Grenelle. Il faut parler d'aménagement à l'échelle du pays. Et aujourd'hui, on en voit les limites de la métropolisation qui fait que nous avons concentré nos ressources, nous avons concentré nos populations, nous avons concentré aussi tous les indicateurs ou les moyens de pouvoir autour de quelques villes et en particulier autour d'une grande ville qui est la ville capitale qui est Paris. Et aujourd'hui, effectivement, eh bien, ce modèle-là, il n'est plus vivable. Et d'ailleurs, ce qui nous est posé aujourd'hui, c'est la question de la vivabilité des villes. Dans 20 ans, mais peut-être moins, eh bien, nous allons avoir des périodes de canicule qui vont être plus fréquentes et plus intenses. Et donc, c'est ça aujourd'hui qui nous est posé. Et ça nécessite une révolution complète dans l'organisation et dans la manière dont nous percevons à la fois la manière dont on construit les bâtiments, mais aussi dont on organise nos villes. Il faut évidemment sortir de cette question de métropolisation. La question aussi de réintégrer la nature. Oui, la question du zéro artificialisation, c'est pour nous un élément primordial dans la manière dont nous percevons aujourd'hui les questions urbanistiques. Parce que nous ne pouvons plus continuer à urbaniser ou à bétonner entre 15 000 et 60 000 hectares par an en France. Deuxième point, peut-être pour avancer, je partage complètement votre point de vue sur la question de la refonte de la commande publique. Aujourd'hui, nous avons un sujet sur la commande publique qui ne nous permet pas ou qui nous contraint trop dans les décisions ou dans les choix que nous faisons parce que globalement, il y a une prépondérance des questions de prix versus d'autres sujets. On aurait vraiment besoin de ces temps plus souvent, parce que sur la question du patrimoine et du climat, aujourd'hui, nous, notre problématique, c'est que tous les rapports sur l'architecture le disent, il faudrait de l'interministériel pour l'architecture, et nous sommes au ministère de la Culture. Voilà, le ministère de la Culture, c'est bien, mais nous sommes dans une sous-direction. L'acte architectural est éminemment culturel, donc il n'y a absolument pas de problème à être à la culture, sauf que la plupart de nos sujets sont ailleurs. Et donc, à partir de ce moment-là, il est extrêmement difficile, et notamment pour la filière de formation des architectes, de pouvoir, même avec toute la bonne volonté du monde, quand il manque de l'argent, on ne peut pas tout faire.